Donc, est-ce qu'on peut me remettre un petit jingle pour annoncer l'arrivée de celle par qui le bonheur arrive, Claudia Sénic. No place to go. No place to go. Darling, no place to go. Du coup, Claudia, elle est punie, elle n'a pas de croissant. Alors, vous êtes universitaire, vous êtes chercheuse à l'Université Paris-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Et depuis 10 jours, c'est difficile d'ouvrir un journal français ou anglais, The Guardian, par qui le scandale arrive, et ce matin encore le Financial Times, parce que vous nous expliquez que les Français sont gloomy by nature, c'est-à-dire on serait grognons et surtout extrêmement malheureux. Ce qui avait l'air d'être de l'ordre du cliché, en réalité, serait une vérité scientifique. Vous avez même fondé une discipline là-dessus, ça s'appelle l'économie du bonheur, et c'est vraiment un domaine dans lequel on n'est pas doué, et vous allez nous expliquer pourquoi. Merci. Alors l'économie du bonheur, c'est une nouvelle branche de l'économie qui ose, pour reprendre le terme de la journée, s'intéresser non pas seulement à ce que font les gens, mais aussi à leur ressenti subjectif, en s'appuyant sur des nouvelles données, un nouveau type de données, un nouveau matériau, qui vient du fait que maintenant, les institutions statistiques, quand elles font des grandes enquêtes auprès de la population générale, collectent des informations non seulement sur les conditions de vie objectives des gens, leur emploi, leur statut marital, leurs revenus, le nombre d'enfants qu'ils ont, etc., comme d'habitude, mais en plus posent des questions subjectives aux gens pour leur demander ce qu'ils pensent et en particulier est-ce qu'ils se sentent heureux. Donc typiquement la question, par exemple je peux vous la poser à chacun d'entre vous, si je vous dis sur une échelle de 0 à 10, où 0 c'est totalement malheureux et 10 c'est parfaitement heureux, comment vous vous sentez en ce moment globalement? Quel est votre niveau de bonheur? Ou on peut aussi dire, si 0 c'est la vie la pire possible et 10 c'est la vie la meilleure possible à laquelle vous puissiez penser, où est-ce que vous vous mettez en ce moment? On peut peut-être lancer le sondage. Qui se sent à 10 pour voir si le public d'Osons la France est différent des autres? Ouais, non mais là vous êtes vraiment atypique parce que bon, la moyenne en général est autour de 7. Je peux vous dire, on y viendra après. En France on est à 7,2 et c'est vraiment en dessous de la moyenne. Et en Europe on est à 7,8 et dans des pays scandinaves beaucoup plus élevés. Alors donc en fait ce qu'on fait après, nous les économistes, c'est qu'on regarde quels sont les fondements économiques, enfin les fondements du bonheur déclaré par les gens. Qu'est-ce qui fait que vraiment quelqu'un se sent plus heureux une année donnée que l'an dernier? Est-ce que c'est parce qu'il a monté son entreprise? Est-ce que c'est parce qu'il a gagné plus d'argent? Est-ce que c'est parce qu'il vit avec quelqu'un maintenant? Voilà. Alors ces enquêtes existent maintenant depuis les années 70 dans tous les pays du monde. On recueille donc l'avis de dizaines de milliers de personnes année après année dans la plupart des pays. Alors, au début, quand on a commencé à faire ce genre de choses, les économistes étaient assez sceptiques. Ils disaient, mais bon, ça veut dire quoi finalement? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que ça ne dépend pas un peu de l'humeur du jour? Est-ce que j'ai bien réussi à démarrer ma voiture ce matin? Enfin, en gros, est-ce que c'est pas un peu n'importe quoi? Nous, on appellerait ça du bruit. Est-ce que c'est pas juste un bruit? Le fait est que non, c'est pas du bruit parce que les réponses que donnent les gens sont vraiment, il y a vraiment une structure très stable. C'est-à-dire que vraiment, on voit toujours et partout qu'on est d'autant plus heureux qu'on a des conditions de vie matérielles qui sont bonnes, qu'on vit avec quelqu'un, qu'on a un emploi, ça c'est très important. Il y a des choses qui sont un peu étonnantes. Les enfants, par exemple, ça joue pas, ou plutôt de manière négative. Ça c'est vraiment bizarre, surtout les petits-enfants. Il y a aussi une relation un peu bizarre avec l'âge. On devient de moins en moins, on se déclare de moins en moins heureux à partir de 18 ans, et puis après ça remonte. À partir de 45, 42, il y a un tournant et le bonheur déclaré par les gens remonte. Bon, voilà, ça, ce sont les corrélats stables. Et donc, le fait qu'il y ait une structure montre que c'est pas n'importe quoi. Si c'était purement aléatoire, il n'y aurait pas de corrélation entre le bonheur déclaré par les gens et puis leurs conditions de vie. Ok, alors nous, les économistes, on s'intéresse quand même au fondement économique du bonheur. Donc, les questions qu'on se pose typiquement, c'est est-ce que l'argent rend heureux? Est-ce que la croissance rend heureux? Et il y a tout un débat là-dessus. En gros, ce qu'on voit quand même, c'est que oui, les gens les plus riches au sein d'un pays se déclarent plus heureux que les pauvres. Les habitants des pays développés ou riches se déclarent plus heureux que les habitants des pays pauvres. Le bonheur moyen déclaré par les gens suit beaucoup la conjoncture économique, quand même. Par contre, sur le long terme, c'est pas évident d'établir cette relation, bon, pour des raisons qu'on peut discuter, mais c'est un débat qui est ouvert. Donc, en fait, on peut représenter la relation typique entre le niveau de vie d'un pays et le bonheur moyen des habitants. Donc le niveau de vie, on peut le mesurer par le PIB par tête, c'est-à-dire le revenu par tête. On peut aussi avoir une mesure un peu plus large, telle que l'indice de développement humain. L'indice de développement humain mesure non seulement le revenu par tête, mais aussi l'espérance de vie et le niveau d'éducation.
C'est vraiment quand même un bon indicateur des conditions de vie. Ça devrait être assez corrélé avec le bien-être. Alors effectivement, il y a une relation. Je ne sais pas si on a fait une petite courbe. Je ne sais pas si on l'a. Ah bon, c'est pas grave. On va la diffuser. Bon, Normalement, grave, il y a un tableau qui montre que la France est moins heureuse que les autres. D'accord, non, c'est peut-être pas celui-là. Alors non, pas grave. Donc en tout cas, si on peut vraiment représenter cette... ouais, voilà, très bien. Donc ici, on a l'indice de développement humain en abscisse, en horizontal. Et puis sur l'axe vertical, on a le bonheur moyen déclaré par les gens. Et chaque point représente un pays. Et on voit qu'il y a une relation typique entre indice de développement, donc niveau de vie, et bonheur. Alors, ce qu'il y a de bizarre, c'est que dans le bonheur déclaré par les gens, il y a à la fois des sources, des fondements objectifs, matériels, les circonstances de leur vie, qu'on peut mesurer. Et puis, en fait, je me suis rendu compte avec étonnement que quand on analyse ces données de manière statistique, il y a des énormes, ce qu'on appelle des effets fixes pays. Il y a des énormes différences internationales qu'on n'arrive pas à réduire. On a beau tenir compte de toutes les choses possibles et imaginables, les institutions, la gouvernance, le chômage, les inégalités, etc., on n'arrive pas à réduire ces différences internationales. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose de culturel, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la mentalité, la manière dont on transforme les circonstances objectives de notre vie en représentation et en ressenti. Et de fait, dans les données, je crois que je ne les ai pas ici, mais il y a vraiment des clusters, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des groupes de pays qui sont vraiment beaucoup plus heureux que ne le prédiraient leurs conditions de vie. Par exemple, les pays d'Amérique latine, ils sont toujours complètement au-dessus de la courbe typique qui représente la relation entre niveau de vie et bonheur. Ils sont vraiment beaucoup plus heureux que ce qu'on pourrait attendre, étant donné leurs conditions de vie. Les pays d'Europe de l'Est, anciennement communistes, sont vraiment en dessous de la courbe. Donc, il y a vraiment des gros groupes de pays qui partagent une certaine culture du bonheur ou d'un moindre bonheur. Alors, donc, la France, osons la France. Donc, où est la France dans cette relation? Malheureusement, ça m'a étonné d'ailleurs, dans toutes les enquêtes que j'ai pu voir, la France est toujours en dessous de la courbe. Donc, les Français sont beaucoup moins heureux, se disent beaucoup moins heureux que ce que ne prédiraient leurs conditions de vie. Ils sont même non seulement en dessous de la courbe, comme on le voit là, mais ils sont même des outliers, c'est-à-dire qu'ils sont même en dehors de l'intervalle de confiance. C'est-à-dire que là, ils sont vraiment en dehors de là où ils devraient être en toute probabilité. Alors pourquoi? D'où ça vient? Alors évidemment, ici aujourd'hui, on a du mal à y croire, mais pourtant, c'est un fait dans toutes les enquêtes européennes, les enquêtes internationales, Gallup, World Value Survey, you name it, toutes. Donc pourquoi? Alors ce que j'ai voulu faire, c'est, dans une de mes études récentes, c'est d'essayer de voir, est-ce qu'il y a quelque chose en France d'objectif qui rend les gens malheureux, ou est-ce que c'est vraiment dans la tête, c'est-à-dire dans la manière dont les gens le ressentent? Et pour le voir, j'ai utilisé une enquête européenne qui est faite tous les 2 ans depuis 2002 auprès de plein de pays européens. J'ai retenu les pays qui sont des pays d'immigration traditionnelle. Donc dans l'enquête, on a un échantillon par pays, 1500 personnes par année, en 4 ans. Et dans cet échantillon, il y a des gens qui sont des Français de souche ou des natives, des gens qui sont nés dans le pays où ils habitent ainsi que leurs parents et leurs grands-parents, et puis d'autres qui sont immigrés, par exemple de la première génération et de la deuxième génération. Alors le raisonnement est simple, si le malheur français vient des circonstances objectives, eh bien on devrait observer que pour 2 immigrés identiques qui choisissent de s'établir en Europe, l'un en France et l'autre ailleurs, eh bien celui qui s'établit en France, il devrait être moins heureux que celui qui s'établit ailleurs, si ça vient des circonstances objectives. Mais la réponse, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Les gens qui viennent s'établir en France ne sont pas du tout moins heureux que ceux qui vont s'établir n'importe où ailleurs, en moyenne, en Europe. Donc, alors que les Français de souche sont beaucoup moins heureux pour des circonstances identiques que les autres Européens en moyenne. Donc, en faisant des calculs plus précis, on peut vraiment voir que la plus grosse partie, vraiment quasiment l'énorme partie de cette différence de bonheur française peut être attribuée à des facteurs culturels, à la mentalité, et non pas à des facteurs objectifs. En gros, si on pense par exemple à la France et à la Belgique, qui sont 2 pays voisins, qui utilisent la même langue, qui ont quand même des niveaux de vie, des conditions de vie, enfin, c'est un pays assez proche quand même. Ils ont une fiscalité différente. J'ai cru comprendre que ça entraînait des mutations de l'un vers l'autre, mais Ils sont très intégrés du point de vue des mouvements de population. Voilà. Et eh bien, donc on estime une espèce de fonction de bonheur, c'est-à-dire on estime statistiquement quel est le rendement, quel est le niveau de bonheur prédit par les circonstances de vie des gens. Donc si on estime la fonction de bonheur belge et puis la fonction de bonheur française, on voit que si les Français vivaient leur vie avec la fonction de bonheur belge, au lieu d'être à 7,2 sur l'échelle, ils seraient à 7,6.
Donc ils gagnent un demi-échelon de bonheur rien qu'en changeant un peu de la manière de voir. Et un demi-échelon, c'est pas négligeable parce que dans ce genre dans ce domaine de recherche, la variation n'est pas énorme. Hein. Dans votre vie, vous passez pas. C'est rare qu'on passe de 2 à 9. Donc ça a l'air d'être vraiment dans la tête. L'autre chose aussi, si c'est culturel, si cette espèce de malheur français est vraiment dans la tête, eh bien, on devrait observer que les Français qui vivent à l'étranger, hors de France, sont également moins heureux que d'autres expats. Ben, effectivement, avec cette base de données, j'ai regardé ça. Donc, il y a cette série de pays européens, et tous les Européens qui vivent en dehors de leur pays, on sait exactement où ils sont. Eh bien, un Français est moins heureux, un Français expatrié dans un autre pays en Europe est moins heureux, typiquement, qu'un autre Européen qui vit en dehors de son pays d'origine. Donc il faut qu'il revienne, en fait. Ça ne sert à rien d'aller à Londres. Non, il peut éventuellement être plus heureux que... il est ni plus heureux ni moins heureux qu'en France, mais en tout cas, il emporte ça avec lui dans sa tête. Alors, je me suis demandé, si c'est culturel, si c'est de l'ordre des mentalités, ça s'acquiert à un moment donné. La culture, ce que nous, les économistes, on appelle culture, c'est quand il y a quelque chose de l'ordre des représentations et des idées qui a une certaine inertie et qui se transmet, même si les conditions de production de ces idées ont disparu. Ça continue à vivre sa vie. Donc ça se transmet de génération en génération, ça se transmet par l'éducation, ça se transmet par l'école, forcément, la culture. Donc j'ai regardé ce qui se passait. Effectivement, les immigrés de première génération qui passent par l'école française avant l'âge de 10 ans, se déclarent moins heureux que ceux qui ne sont pas passés par l'école française. Donc il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'école qui... Avant 10 ans. J'ai pris 10 ans, c'est une manière de dire, c'est pour dire qu'on a été dans l'école française dès son plus jeune âge. Donc on a été effectivement formaté. Voilà, donc... Désolé. On va pas se quitter sur ce genre de note. Non, gardez le micro, on a encore une petite minute. Vous nous expliquez que, en fait, au fond, si les Français on est malheureux, c'est parce qu'on a encore ce mythe de la grandeur et que, en général, les personnes qui se réfèrent le plus à la grandeur passée de la France sont les plus malheureux. Il n'y a qu'à voir l'espèce d'air de cocker, de triste d'Éric Zemmour pour voir que lui, effectivement, il se réfère à une France qui n'existe plus. Comment est-ce qu'on peut casser ça, à part en créant le forum Osons la France, évidemment, corporate, et demain faire en sorte qu'on retrouve ce demi-point auquel on devrait aspirer, puisqu'effectivement on est plutôt riche et en bonne santé, en tout cas par rapport aux pays d'Europe de l'Est. C'est vrai que dans cette enquête, il y a une question on demande aux gens à quel point ils sont d'accord avec l'idée que dans ce pays, dans mon pays, la vie devient de plus en plus dure pour la plupart des gens. Et vraiment, la France a le score le plus élevé. Donc la proportion de gens qui sont d'accord avec cette idée, la vie devient de plus en plus... Life is getting worse for most people in the country. C'est la France qui a le score le plus élevé. Une autre question, c'est est-ce que vous trouvez que c'est difficile d'avoir de l'espoir pour l'avenir du monde, to have hope for the future of the world? Pareil, la France ils sont très pessimistes. Donc après, on rentre dans l'ordre de l'interprétation. Est-ce que c'est parce qu'on se réfère à un modèle de la grandeur de la France qui a été fondé sur un certain modèle économique ou autre et que ce modèle n'est plus là, donc on a du mal à se projeter dans cette nouvelle globalisation, probablement. Il faudrait faire plus de recherches pour l'établir vraiment de manière causale, mais il y a sûrement quelque chose de cet ordre. Donc ces recherches ont montré, en tout cas les miennes, que dans le bonheur des gens, il y a quelque chose de vraiment très important, c'est la projection vers le futur. C'est l'anticipation de ce qui va se passer, les perspectives futures, le projet. Vraiment très très important, la manière dont aujourd'hui je vois mon projet futur. Et donc une hypothèse d'interprétation, c'est que ce malheur français, il vient du fait qu'il n'y a pas assez d'adhésion au projet futur. Il n'y a pas d'adhésion à un projet aussi bien individuel que collectif. Voilà. Il faut qu'on se retrouve un narratif collectif. Ouais, alors, il y a le zéro collectif qui clignote, donc on va vous libérer, mais juste d'un mot, l'autre piste que vous évoquiez pour expliquer le malheur français, je crois que c'est le psychanalyste Michel Schneider qui disait le problème c'est qu'on souffre de Big Mother et qu'en fait on se retourne toujours vers l'État et en fait on est toujours dans les jupes de l'État notre mère et on n'arrive pas à s'en détacher pour être responsable nous-mêmes. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont plus autonomes et qui se retournent moins sont plus heureux? Alors, Big Mother, je n'avais pas pensé, je ne sais pas. L'autonomie, bien sûr, l'autonomie est l'autonomie, le contrôle, l'impression de contrôler sa vie, de pouvoir décider de ce qu'on va faire. Bien entendu, c'est une source de bien-être. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là-dessus en espérant que vous serez tous autonomes. Merci infiniment, Claudia Sénic. Pour ceux qui veulent prolonger ces réflexions, je crois que vous sortez l'intégralité de vos travaux dans un livre dans 1 an, c'est ça? Oui, enfin, on va voir, mais de toute façon, tout est en ligne sur ma page web. Vous tapez Claudia Sénic, tombez sur ma page web et tous mes articles sont en ligne. Voilà, lisez-les, vous serez plus heureux. Merci beaucoup, Claudia. Aude vous a gardé un croissant au péril de sa vie.
On n'entend rien. Ah, celui-là, il marche. Aude? Peut-être que manger un croissant rend plus heureux. Et c'est ce que nous avons voulu faire ce matin en offrant un croissant à tout le monde. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que nous avons testé les croissants parce qu'on voulait avoir le meilleur croissant de Paris. Je ne vous dis qu'à pour les équipes, et comme on n'est que des filles, niveau d'appréciation. Mais ce que vous dites est extrêmement important parce que là, vous venez de donner le nouveau business model de la France. De regarder vers l'avenir. Et c'est ce que nous avons à faire ensemble. Ouais.